Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière Intérieure. On l'a connu humoriste, comédien de stand-up, animateur de télévision, chanteur patron d'un club de rugby. Mais de là à imaginer un amoureux des mots croisés, non, jamais. Et pourtant, c'est un fan de ces casse-têtes. Il en a même fait un magazine bimensuel dont le premier numéro vient de paraître. Nous parlerons également de son livre qui est sorti en juin dernier aux éditions XO. J'ai déplacé l'éléphant. Patrick Sébastien est notre invité ce soir. Bonsoir Patrick Sébastien. Bonsoir Priscilla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une sacrée actualité, on peut dire ça. Entre Corésiens. Enfin, ça, voilà. J'avoue, je viens du même endroit que vous, mais plus au nord. Un peu plus au nord. Plus au nord. Vous êtes plus au sud, vous avez plus de soleil. Mais moi, j'ai les montagnes. Donc, on est quitte. Amoureux des mots croisés, Patrick Sébastien? Amoureux des mots. Amoureux des mots, surtout. Tu sais, moi, j'ai atterri dans le showbiz par hasard. J'étais au lycée à Brive. Au lycée Cabanis à Brive, et j'ai toujours été assez doué pour les mots, pour le français que j'aimais. J'ai passé mon bac en candidat libre pour cause de mariage, parce que je m'étais marié à 16 ans. Et j'ai eu 17 à l'oral, 17 à l'écrit. Après, je suis parti en fac de lettres à Limoges, et en fait, je voulais être prof de français. Je voulais être prof de lettres. Et puis, j'ai dévié en chemin, parce qu'il fallait que je nourrisse la famille. Et puis, surtout, je suis tombé sur un prof de philo, dans un bistrot qui nous donnait des cours particulier, et qui m'a dit « il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre ». Alors, ça, c'est une phrase formidable. Moi, il y a plein de choses. Dans le bouquin, notamment, vous en parlez de ces phrases qui vous ont marqué. On va reparler de tout ça. Mais moi, j'aimerais juste qu'on commence déjà par votre actualité. Et l'amour des mots, juste un truc, l'amour des mots croisés, c'est que j'avais 14 ans, déjà 15 ans. Il y a un truc qui s'appelait le championnat de France des mots croisés, auquel j'ai participé quand j'avais 15 ans. Ouais. Et alors? J'ai pas gagné, mais il y avait un truc... Qu'est-ce qui vous plaît dans les mots croisés? Alors, il y a mots croisés, mots fléchés, enfin... oui, alors moi, ce que j'aime, je suis un élève de Michel Laclos. Michel Laclos, oui, c'est quelqu'un qui faisait les mots croisés pour Figaro Magazine, qui est un maître en la matière. Une référence. Et une autre référence que j'aime bien, c'est celui qui fait les mots croisés de Télérama. Parce qu'on a une approche des définitions. Les mots ne sont pas compliqués à trouver, mais les définitions sont les plus astucieuses possibles. C'est qu'en fait, vous partez du mot, et après, vous triturez les méninges pour trouver la définition la plus... Pour que ce soit le plus original possible. Par exemple, l'une des dernières que j'ai trouvées, c'est la définition, c'est barrière de corail avec un C majuscule à corail, et c'est passage à niveau. Parce que le corail, c'est un train. Exact. Voilà. Et donc, c'est trouver la définition... Ouais. Par exemple, pour flamenco, je pourrais dire une danse, etc. Et ma définition, c'est Corée du Sud. Mais Corée, C-H-O-R-E. Comme chorégraphie. Ouais, et donc, ces trucs-là, c'est amusant à faire. Ah oui, les mots croisés, Michel... Je réfléchis en même temps que vous dites. Ah ouais, mais il faut être dans Non, parce que vous allez vite, mais nous, il faut qu'on réfléchisse. Il faut être dans l'esprit. Et il y a des gens qui sont fans de ça, qui aiment venir à bout d'une grille. Michel Laclos me disait, venir à bout d'une grille, c'est comme résoudre une énigme policière. Oui. Et moi, j'ai toujours été fasciné parce que ça demande rien. Ça demande ça, éventuellement un dictionnaire de mots croisés, aujourd'hui le Google qui aide, et puis un crayon et un papier. Oui, ça demande rien, mais les mots, l'amour des mots, le bon mot, la bonne définition. Moi, je vois, il y a des gens qui savent jouer avec les mots. J'ai été élevé à ça, j'ai été élevé aux auteurs, c'est-à-dire que quand je fais mes études de lettres, j'ai beaucoup lu Zola, Balzac, etc. Puis après, le jour où je découvre Cyrano de Bergerac, qui pour moi est une écriture tellement magnifique, les choses sont tellement bien dites, et puis Blondin, et puis Audiard, et puis tous ces gens-là. Vous avez été formé à bonne école? J'ai eu la chance de croiser Blondin. Je croisais Audiard, mais je n'ai pas pu lui parler à l'époque. Et puis, je suis amoureux des belles lettres. On a, pour moi, le plus beau bouquin français, c'est le dictionnaire. Il y a une richesse extraordinaire. Alors, ça concerne une petite partie de gens. Et dans ce monde qui va trop vite, qui est virtuel, il y a quelque chose qui est rassurant, qui pérenne. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un truc qui va sortir bientôt qui va s'appeler Derrière les grilles, justement, mais c'est le seul endroit où on est à peu près en liberté. On peut faire ce qu'on veut avec les mots. Et à part dans un interview où j'ai toujours en tête un proverbe mongol qui est formidable et qui dit « Si tu lâches un cheval, tu pourras le rattraper. Si tu lâches un mot, tu pourras jamais le rattraper. » Ça, c'est dans votre bouquin, ouais. Qui est sorti aux éditions XO. Alors, moi, j'aime beaucoup le titre du livre. C'est pas moi qui l'ai trouvé pour une fois. Oui, je sais. L'histoire, elle est jolie comme tout. J'ai déplacé l'éléphant. Oui. En fait, je m'étais arrêté avec mon chauffeur qui est à côté, on s'était arrêté, on allait faire un spectacle, et la veille, on s'est arrêté dans un hôtel pour dormir, tu vois, et on est arrivé, il y avait un mariage. Et la dame, elle vient me voir, elle fait « Vous voulez pas venir nous en chanter une ?» J'ai dit « Si. »
J'y suis allé, en Sympa. plus. Oh, c'est drôle. Parce que... L'invité surprise. Non, mais parce que les gens, ils passaient toutes les chansons. À un moment, il y a un mec qui envoyait les sardines. Ils m'ont vu débouler. Et c'était extraordinaire. Super et la cadeau de dame, elle est mariage, venue après, ça. puis on a parlé. Et on parlait des phrases et tout. C'était une période qui était un peu compliquée parce qu'on avait arrêté la télé. Et il y a une jeune fille qui était là et qui m'a dit, j'ai une très jolie phrase, c'est un proverbe indien qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ». Et j'ai trouvé ça tellement beau. Cette formule-là était tellement belle. Et c'est pour ça qu'après, j'ai appelé le livre. Et je voulais l'appeler « Si tu vois tout en gris ». Mais il y a déjà un livre qui s'appelle comme ça. Ouais. Donc vous Et avez donc, je juste l'ai appelé, Attention à votre micro, là, je sens que... J'ai déplacé l'éléphant. Ouais. Et alors, justement, ces mots-là, dans ce livre-là, vous avez plein d'aphorismes, de mots qui sont... Il y en a beaucoup dans le magazine. Et il y en a beaucoup. Alors, le magazine, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on retrouve votre patte, parce que Patrick Sébastien, c'est tout sauf quelqu'un de lisse. Tu sais, le groupe... C'est pas le papy... Le groupe qui m'a contacté, c'est amis, ils sont formidables. C'est eux, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un magazine qui te ressemble ? C'est-à-dire où il y a des jeux, et dans les jeux, il y a mes grilles. Il n'y a pas que mes grilles. Hein. Il y a des une interviews dizaine aussi. de grilles de moi. Il y a des mots fléchés, grâce à un garçon qui s'appelle Dominique Chaussat, qui est formidable, qui a fait des mots fléchés, des mots placés, etc. Et tout, donc il y a 50% de ça. Et le reste, le magazine, ça a été fait à mon image. C'est-à-dire que je voulais quelque chose de bienveillant, d'optimisme. Et mettre de l'espoir, mettre de la résilience, parce que c'est très important, parce que j'ai toujours vécu ma vie comme ça. Ouais. Donc toutes les rubriques qu'il y a dedans sont des rubriques positives. Et je trouvais qu'en cette période, on a besoin de ça. On a besoin de positif, on a besoin de belles choses, on a besoin d'être rassuré. Et pour il y a la détente avec les jeux. Et puis ça aussi, c'est de la détente. La réflexion. L'interview qu'on a fait de Jean Dujardin, Jean par Dujardin, exemple, ouais. il y a des choses magnifiques. Hier soir, j'ai réalisé pour le prochain numéro, parce que ça va être un bimestriel. Bimestriel, donc ça veut dire que ça va sortir tous les 2 mois. Tous les 2 mois, merci. Hier soir, j'ai fait un entretien avec Jamel qui était formidable. Mais sur les valeurs, pas sur le métier. Donc on veut que les gens, on veut les aider à avoir de l'espoir. Mais c'est ça qui frappe. En fait, moi, quand j'ai lu quelques-uns des textes de ce magazine, vous écrivez notamment le bienveillant que je suis a décidé d'entrer en résistance. Vous entrez en résistance. Je suis en résistance depuis contre toujours. Quoi ? Mais c'est une résistance. Contre l'esprit de ce monde ? Tu sais, c'est une résistance inutile. On ne va pas changer la société, on ne va pas la bouger. L'essentiel, c'est qu'il ne nous change pas, nous. On est toute une frange de gens qui n'ont pas la parole. D'ailleurs, ça sera aussi le titre de mon prochain album qui va s'appeler L'autre France. La France qu'on laisse... Celle que certains hommes politiques décrivent comme la France d'en bas ? Oui, soi-disant. Elle n'est pas d'en bas, elle est d'en haut. Non, mais c'est... Elle est d'en haut. C'est la phrase qui avait beaucoup fait parler. Non, c'est une autre France, parce que c'est pas forcément une France de camping, c'est pas forcément une France de bistrot. Il y a plein de gens qui partagent ces idées-là en étant des chefs d'entreprise, des gens très haut placés. Donc c'est des valeurs. C'est quoi ces valeurs ? Les valeurs, c'est le respect, la bienveillance et l'intégrité. Ouais. C'est-à-dire que la générosité. Je connais un paquet de gens qui sont d'une générosité incroyable. On accuse les gens de tout. On les accuse de racisme. On dit la France est raciste. Mais d'où t'as vu jouer ça ? C'est pas possible. Moi, je suis un humaniste. C'est-à-dire que pour moi, chaque être humain se vaut. Je ne juge jamais. Pour moi, t'es même pas une femme. Excuse-moi de te dire ça, mais t'es un être humain que je vais apprécier. Voilà, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Sans que tu sois une caractéristiques femme. particulières. D'ailleurs, les ados, en ce moment, sont en plein là-dedans parce qu'ils ont une espèce de nouvelle mode qui s'appelle la pansexualité, où ils n'aiment plus une fille ou un garçon, ils aiment une personne. Oui. C'est très bizarre, leur truc. Oui. Mais moi, c'est plus général. C'est-à-dire que j'ai été élevé... C'est la fraternité, ça s'appelle la fraternité. J'ai été élevé dans le pardon. Moi, j'ai grandi à côté d'une église. Ouais. J'ai grandi place de l'église. Ah, j'étais enfant de cœur. Ouais. Non, c'est vrai. Enfant de cœur, oui. Ah ouais. C'est un très beau point commun que j'ai raconté dans l'ancien bouquin. J'habitais à Argentat à un moment, j'étais enfant de cœur à Argentat, et un jour j'ai croisé dans le métier Michel Serrault, qui était très croyant, très croyant, qui m'a dit des choses formidables sur la religion, sur tout ça, et qui est devenu croyant à Argentat. Il a passé du temps à Argentat. C'est drôle parce que c'est quand même une très jolie ville de Corrèze, mais c'est quand même perdu. Et c'est à Argentat qu'il est devenu croyant. Il voulait faire le petit séminaire, je ne sais pas s'il ne l'a pas fait, avant d'être comédien. Et on parlait beaucoup. Donc on avait ce point commun, tous les deux, d'avoir Argentat avec l'église au milieu. Et en plus, on a eu le point commun de perdre notre enfant. Et on a eu une grosse conversation un soir sur les croyances à Haïti. Parce qu'Haïti est un pays qui a été touché par des catastrophes. Trucs. Et c'est un des pays qui est le plus croyant. Et je disais à Michel, c'est quand même complètement antinomique. Il m'a dit non. Et cette phrase, je l'ai replacée dans un scénario que je viens d'écrire là. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs, mais il nous aide à les supporter.
Et j'ai trouvé ça vachement bien, vachement beau. C'est Parce joli, que ça. lui, Audiard avait perdu un enfant aussi, et Audiard s'est arrêté de croire. Et Michel Serrault, au contraire. Donc tout ça, c'est des liens, c'est des rapports avec ma région, en plus, avec une région que tu connais bien. La Corrèze, magnifique très important. région de France. Moi, vous avez 67 ans, et moi je me dis qu'avec la carrière que vous avez, avec le côté prolifique que vous avez, j'allais dire, presque tout fait, et commencé très tôt. Ben, j'avais pas fait rédacteur en chef, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait votre moteur aujourd'hui, faire des choses que vous avez jamais c'est faites. ça, bien sûr. Ouais. Je suis mort. Et puis j'ai relativisé tout. Et puis les drames qu'on vit, les trahisons, les mises à l'écart. Parce que moi, j'ai toujours, tu sais, j'étais un petit bâtard et je le suis resté toute ma vie et je le suis encore. Alors on va juste expliquer parce que votre maman vous a eu très tôt. Mais elle avait 17 ans. C'est un mot qui me choque pas. Et on dit c'est un mot qui me choque. À l'époque, c'est différent. Elle a été vue comme une fille-mère et dans le village. À l'époque, c'était terrible. C'était terrible. On était à l'index, montré du doigt. Je sais que plus que ça, c'est-à-dire qu'à l'accouchement de ma mère, à la maternité, il y avait 2 filles mères, elles accouchaient à part. Ouais, ils ne les mettaient pas avec les autres. Ouais. Ils testaient même des produits sur elles qui ne testaient pas sur les femmes soi-disant normales. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas normal. Non, ça je vous confirme. Mais au-delà de ça, par contre, il y a une chose. Il faut que ce soit une excuse à rien. Je vois tellement de gens aujourd'hui. Le pire de notre société, c'est les coupables qui se font passer pour des victimes. Oui. Moi, quand je suis coupable, je suis coupable. Et que ce soit ma bâtardise ou la mort de mon fils, ça ne m'excuse de rien. Ce que je fais, je le fais. Mais aujourd'hui, dans notre société, il y a tout un tas de gens qui justifient leurs mauvais actes en disant « Ah mais oui, mais c'est parce que... Ah mais oui, mais c'est parce que... » C'est pas mon cas. Et j'ai acquis une énorme indulgence. Je pratique le pardon. Mais d'une manière... c'est libérateur, le pardon. Hein? C'est libérateur, le pardon. Hein. C'est plus que libérateur. Mais tu sais, cette sale boule que tu as ici, quand tu en veux à quelqu'un, le premier truc, c'est de la faire disparaître. Et tu ne la fais pas disparaître avec la vengeance. Ma mère m'a appris, c'est une des phrases qu'il y a dans mon bouquin, ma mère m'a appris la différence entre la vengeance et la revanche. La vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal, et tu te mets à son niveau, mais des fois tu as du mal à te relever. La revanche, par contre, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te faire du bien. En ce moment, j'ai plein d'emmerdements, mais tu peux pas savoir. Mais je me suis jamais senti aussi bien, et je m'appuie dessus pour prendre ma revanche. Comment est-ce que, justement, quand on a des problèmes, quand certaines choses auxquelles on tenait brûlent, quand on se fait mal... Comme disait notre ami Chirac, les emmerdements, ça vole en escadrille. Là, tu vois, j'ai une attelle au pied. En arrivant le soir, je me suis mangé les escaliers. C'est rien, ça va passer. Oui, mais ça fait mal. Hier, chez moi, il y a des ouvriers qui travaillent dans ma propriété. Il y a le feu qui a pris, il y a 3 granges qui ont brûlé. C'est plus plein de problèmes personnels, plus la télé qui s'est arrêtée, plus les galas qu'on peut pas faire. Vous pourriez avoir un coup de mou aussi, vous auriez le droit. C'est dans ces moments-là que je suis le plus fort, justement. C'est vrai. J'ai autour de moi des gens qui souffrent de plein de choses. Tu sais, moi j'ai des amis sur des fauteuils, j'ai des amis qui se battent contre des maladies graves avec un courage incroyable. Ça te relativise tout, tu peux pas te plaindre. C'est là où c'est intéressant. J'ai raconté beaucoup, et c'est à la mort de mon fils, Carlos, qui me dit « Monte sur scène parce que tu vas donner de l'amour aux gens. Cet amour, ils vont te le rendre et c'est ça qui va te tenir debout. » Ça veut dire que plus tu vas donner, plus tu vas te guérir. Et va expliquer ça autour de soi, vu que les réseaux sociaux, c'est la haine pour la haine. Moi, j'ai une fille de 13 ans. La chance que j'ai eue, en plus, c'est que j'ai des enfants. Celui qui est mort aurait 50 ans. J'en ai un autre à 40. J'en ai un autre à 30. Et j'ai ma fille qui a 13. Donc, je connais toutes les générations. Oui. Et ma fille de 13 ans, elle est en plein ce que vivent les ados aujourd'hui. C'est terrible. C'est rude, hein? C'est plus que rude. C'est-à-dire que sur les réseaux, ils se pourrissent, mais d'une manière incroyable. On les pousse à la haine. Et en même temps, il faut les plaindre, ces gamins. Moi, ma fille, elle est née en 2007. En 2015, ils se sont pris le Bataclan dans la tête, avec l'angoisse et tout ça. Et là, ils prennent le Covid. Oui. Nos enfants, à nous, on a eu une chance énorme de ne pas vivre ça. Ce qu'ils vivent là, ça leur donne beaucoup d'excuses aux gamins. Ils ont intégré pas mal d'angoisse. On arrive à la fin de la première partie de cette émission, mais on va poursuivre, parce que vous avez dit plein de choses sur lesquelles on va... J'en dis trop, mais... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit plein de choses. Mais j'en dis toujours trop. Ah, peut-être. Alors, je vous laisse seul juge. Mais on va revenir là-dessus, parce qu'il y a plein de jolies choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que tout va bien, Patrick Sébastien? Est-ce que tout va bien? Oui.
Au moment actuel, oui, bien sûr. Tout va bien? Bon, écoutez, c'est bien. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer différents mots et à charge pour vous de nous dire ce que ces mots vous évoquent. Oui, d'accord. Et le premier mot que nous vous proposons, c'est écriture. Écriture. Mon oxygène, la chose sans laquelle je n'existerai pas. L'écriture, je crois qu'on pourra tout m'enlever et il me restera l'écriture. Et puis, c'est l'écriture, il n'y a besoin de rien, quoi. C'est mon loisir préféré. Je ne peux pas passer une journée sans créer quelque chose. Je suis un artiste avec tout ce que ça suppose de bêtises et d'incohérences et de doutes. Mon papa de substitution, Frédéric Dard, qui voulait m'adopter, me disait si le matin je n'écris pas 4 pages, j'ai l'impression d'avoir perdu totalement ma journée. Mais moi, c'est pareil. Il faut que j'écrive. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un scénario, ça peut être rien. Et j'encourage d'ailleurs les gens à écrire, même si c'est pas publié. C'est bien d'écrire, c'est un exutoire formidable. Une forme de thérapie? Ah oui, évidemment. Tous les romans sont des thérapies. Quand quelqu'un écrit un roman qui parle de n'importe quoi, il y a forcément de lui à l'intérieur, c'est une thérapie, oui. C'est la plus belle des thérapies, elle coûte rien, elle est formidable. Puis ce que j'aime dans un livre, par exemple, c'est un moyen de toucher la personne qui est de l'autre côté, c'est le moyen le plus intime. Parce que le cinéma, on peut regarder un film à plusieurs. Le sport, on peut aller voir un match à plusieurs. Le théâtre, un spectacle, on y va à plusieurs. Le livre, si quelqu'un vient lire sur ton épaule, ça te dérange. Donc c'est le lien le plus intime entre un artiste et celui à qui il offre ces choses. C'est pour ça que j'aime l'écriture. Quand vous étiez petit, vous lisiez quoi? Oh, je lisais pas grand-chose. Mais j'aurais aimé, tu sais, on parle souvent des gens qui sont les beaufs, comme ils disent. J'aurais bien aimé avoir une bibliothèque chez moi. Mais il n'y avait pas de bibliothèque. Il lisait des magazines. Et après, moi, je suis parti dès que j'ai pu, sur Frédéric Dard, justement. Sur San Antonio, sur tout ça. Mais j'aurais aimé avoir une vraie bibliothèque chez moi. Mais ce n'était pas le cas. Votre première rencontre amoureuse avec un écrivain, c'était qui? C'était Frédéric. Alors que dans la région de Brive, il y a l'école de Brive où il y a eu beaucoup d'écrivains. Mais je lis plus beaucoup maintenant. Parce que je veux pas me faire influencer par la pensée des autres. Donc je lis pratiquement plus, mais je préfère écrire. Et des choses que personne ne verra jamais, si ça se trouve. Mais Frédéric Dard, c'est l'être le plus merveilleux que j'ai rencontré dans ma vie. C'est lui qui m'a appris l'humanisme. Et on avait beaucoup de points communs dans la mesure où San Antonio, à l'époque, on disait c'est de la littérature de gare, c'est gras, mais derrière, il y avait des messages subliminaux, il y avait des pages entières que les gens de ma génération, et on est plein comme Renaud, Antoine Decaune, tout ça, on a saisi tout ça, et il nous a forgé notre manière de penser. Et l'être que j'ai rencontré, tu sais, quand tu idéalises un homme, ou une femme, une idole, comme on dit, et que tu la rencontres, tu es toujours quelquefois un peu déçu parce que la personne est en dessous de ce que tu avais imaginé. Avec lui, c'était le contraire. Cet être-là était au-dessus de ce que j'avais imaginé. C'est un personnage magnifique, voilà. Et effectivement, j'aurais bien aimé être son fils. Il paraît que vous êtes un fan des Alexandrins, c'est vrai? Il est tout à fait vrai que j'aime les poèmes et prendre quelques mots pour dire que je vous aime. Oui, je peux improviser si je veux, quand je veux, le moindre alexandrin qui peut vous rendre heureux. Voilà, je peux te dire ça comme ça. C'est superbe. Mais je peux le faire. Je m'amuse des fois avec des copains. Ils me disent, donne-moi un mot de début, un mot de fin, et je t'improvise des alexandrins. Parce qu'il y a une musique, c'est de la musique, un alexandrin. Et j'adore écrire des alexandrins. Je trouve que la musique est magnifique. Et c'est pour ça que Cyrano, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi. C'est exactement à quoi je pensais, parce que vous voir déclamer comme ça des alexandrins avec la tête que vous avez aujourd'hui... Je suis Cyrano. Mais vous êtes Cyrano. Mais en plus, dans tout. Enfin, je veux pas... la tirade de non merci, elle me convient parfaitement.
Vous pourriez ne pas grimper bien haut, peut-être, mais tout seul. C'est ne pas se plier devant les journalistes, devant la presse, devant les... Non, c'est tout à fait moi. Ça, c'est pas Edmond Rostand. Non, mais si, c'est dans... Le début, oui, pas la fin. Les petits papiers du... je sais plus comment ça s'appelait, la presse de l'époque. Dans le poème « Non, merci », c'est ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Ne pas ramper et ne pas se plier devant les papiers de je ne sais plus quel journal de l'époque, mais qui était un journal de critique. Et puis la mort aussi, la faim, l'embuscade, les gens qui te veulent du mal parce que t'es pas dans la norme. Tu préfères il est ami avec les poètes. Et puis le fait d'être dans l'ombre de Christian aussi. Moi, j'ai souvent passé ma vie à être dans l'ombre de Christian. Nous, on n'est pas des... On aime des gens et puis les beaux nous prennent la place. Heureusement qu'on a d'autres arguments quand même. Mais Cyrano, c'est le personnage qui me convient le plus parfaitement. Mon licenciement de la télévision, c'est mon embuscade à moi, à part que j'en mourrai pas. Vous avez su vous en relever. Mais c'est une embuscade. Mais c'était une embuscade. Et les écritures avec un S, c'est un mot qui résonne en vous? Ce qui résonne en moi, c'est aimez-vous les uns les autres. Et le pardon. Le pardon est quelque chose d'essentiel pour moi. Et la base de la religion qu'on m'a apprise, puisque je suis baptisé, que j'étais enfant de cœur, c'est le pardon, c'est l'amour de l'autre, quoi qu'il en soit. Et pour moi, c'est essentiel. Alors, je ne suis pas pratiquant, j'ai lâché l'affaire depuis quelque temps, mais ce qui est important, c'est ce qu'on a au fond du cœur, c'est le fait de vouloir du bien à autrui. C'est une valeur qui disparaît de plus en plus. Et en même temps... Tendre la joue gauche. Tendre la joue gauche, après la joue droite. Et en même temps... Monsieur Macron, tendre la joue gauche. Et en même temps, Patrick Sébastien, il y a quand même beaucoup de gens qui portent ça. Alors, je ne parle pas que des chrétiens, bien évidemment, ça va bien au-delà du cercle chrétien, mais cette conviction que la bienveillance est une réponse à apporter même dans l'agression. Mais qu'est-ce qu'on est obligé de se battre pour arriver à faire passer ça? Quand j'ai écrit mon livre sur la bienveillance, tu peux pas savoir comme j'ai eu des difficultés à en faire la promotion. Parce que dans le monde actuel, on est rabaissé. Je veux dire que si j'écris un bouquin racontant les histoires de cul du showbiz, là, je vais avoir de la promo, tu vois. Mais ça n'a aucun intérêt. J'essaie de transmettre un message avec mon exemple personnel. Je suis pas on me dit que j'étais une star de télé. Moi, je me suis jamais considéré comme ça. Je suis un artiste, un vagabond. Je suis un petit bâtard qui a eu un coup de bol énorme. De vivre ça. On va pouvoir passer au deuxième mot, Patrick Sébastien. Et ce deuxième mot, c'est revanche. C'est tout à fait c'est le pôle opposé de la vengeance. Non, la revanche, c'est ce que je te disais précédemment. C'est le contraire de la vengeance. La vengeance, c'est faire du mal aux gens qui vous ont fait du mal. Et la revanche, c'est se servir du mal qu'on vous fait pour vous faire du bien. Et donc, j'ai subi beaucoup de traumatismes d'enfance, d'après. J'ai passé ma vie, depuis que je suis dans le showbiz, à me faire traiter de tout. Et ma revanche, c'est de le transformer en positif. Et finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Je suis arrivé à Paris il y a presque 50 ans, avec rien, en connaissant personne. Donc ma revanche sur la vie, ça aurait été de réussir, non pas d'avoir du succès, etc., mais de réussir mes rêves. Et j'ai réussi mes rêves. C'est un peu stressant d'ailleurs, parce que quand on a réussi ses rêves, il ne reste plus grand-chose derrière. Ma revanche, c'est quand tu es totalement mis à part dans ton village, ou dans la vie à cause de ta bâtardise, et après de s'apercevoir que ce que je faisais souvent le samedi soir, quand les émissions passaient, c'est de me balader dans une ville, comme ça, en sachant que derrière les fenêtres, j'étais là chez eux. Je trouvais ça très marrant. Je trouvais ça très, très rigolo. C'est facile d'exercer une revanche sans tomber dans le mépris de l'autre? Ah non, surtout pas. Il faut fuir. Il faut fuir les gens qui font faire du mal pour faire du mal à l'autre, c'est une stérilité pas possible, quoi. Non, la revanche, elle concerne que soi. Et surtout pas de mépris, non, au contraire. Mais tu sais, moi, je suis adepte d'une méthode qui choque beaucoup de mes copains. Je suis adepte d'un pardon particulier. Quand on me fait du mal, dans certaines proportions, hein, moi, je m'applique à faire du bien à la personne qui m'a fait du mal. Essaye le truc, tu vas voir, c'est formidable.
Tu prends quelqu'un qui a dit du mal de toi, je dis n'importe quoi, et le plus sincèrement du monde, tu lui envoies des fleurs, tu lui fais un cadeau. Et alors quand je dis ça à mes potes, ils me disent « ça va pas, non ?» Je dis « si, parce que le but, c'est de faire partir la boule que tu as au milieu du ventre. Et tu vas t'apercevoir qu'à partir du moment où toi, tu fais ce cadeau, tu fais pas ça pour vexer la personne, pour te venger. Non, non. Le simple geste de faire ça, ça te fait disparaître ta boule. Ça, c'est quelque chose que j'applique très, très souvent. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans l'animosité, tu fais exactement le contraire. Parce que la personne qui te fait du mal, elle est là, elle te place ici. À partir du moment où tu lui fais un cadeau, c'est toi qui te repasses là. Voilà. C'est tout bête, hein. Mais mes copains, ils me disent, mais c'est inapplicable. Et ceux qui l'ont appliqué s'en sortent très très bien et ça fait du bien. Je m'entends, dans la mesure du possible, si on me tue quelqu'un de cher, je pense pas que je vais faire un cadeau à la personne qui m'a tué quelqu'un de cher. Mais sur certains petits trucs du quotidien, ça améliore beaucoup la vie. En fait, on passe du statut de victime à celui qui contrôle qu'à la main. Oui, c'est ça. C'est ça. Et dans mes ruptures amoureuses, je me suis toujours arrangé pour essayer de trouver ce qu'il y avait de positif dans la personne qui m'avait pris la partenaire avec qui j'étais, par exemple. Et il y a beaucoup de mes anciennes compagnes où je suis beaucoup plus ami avec celui qui me les a prises qu'avec elles. Et ça t'enlève toute douleur. C'est particulier, hein. C'est particulier, mais chacun se débrouille avec son miroir. Tu sais, on est tous à parler en société ou là, devant un micro, à la télé, mais le vrai constat, tu le fais le soir, même toi, tu le fais le soir tout seul devant ta glace. Il n'y a que toi qui sais ça. Alors tu peux mentir aux autres, mais ça c'est une clé aussi, mais il ne faut pas se mentir à soi. Si on veut un équilibre intérieur, il ne faut pas se mentir à soi. Et beaucoup des déséquilibres aujourd'hui de certaines personnes vient du fait qu'ils se mentent à eux en permanence. Tu sais, quand un ami te trahit, tu te fâches avec un ami, la solution, c'est de mettre de la distance. Tu ne vois plus cet ami. Si tu te fâches toi avec toi, tu ne peux pas mettre de la distance. Tu habites dans ton corps, tu ne peux pas t'échapper. Et les problèmes psychologiques viennent beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes et qui n'arrivent pas à vivre en accord avec ça. Moi, je ne me mens pas. Dans tout, et surtout dans les défauts. Et c'est peut-être ça l'équilibre qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai besoin de rien d'autre que de ça, et que je ne prends pas de tranquillisant, que je ne prends pas de drogue, je ne prends pas d'alcool, je n'ai pas besoin de trucs artificiels ni virtuels pour me sentir à peu près bien, malgré une foule d'emmerdements. Donc, je le conseille, c'est ça que j'essaie de transmettre aux gens. Et dans mon magazine, c'est aussi ça que je vais transmettre. C'est que vous faites une forme de relecture de votre vie au quotidien, à chaque fois, vous vous demandez, Non, pas tant que ça. De temps en temps, le soir, avant de m'endormir, je rêve avant de m'endormir. C'est-à-dire que je me revois petit garçon, en train de regarder à la télé Alain Delon, Belmondo, De Funès, et de me dire, putain, c'est devenu des gens que j'ai connus, et il y en a qui sont des amis. C'est extraordinaire, ce voyage-là. Tu te demandes si t'as pas rêvé. Quand j'étais gamin, que j'avais 17 ans, 18 ans, mon adolescence, où je regardais à la télé Claude François, Dassin, Dalida, et que quelques années plus tard, ça devient des copains de travail. Adamo, qui était mon idole de jeunesse, j'aurais fait des kilomètres pour aller le voir. On s'appelle la nuit. Je suis son ami, je suis son petit frère. Tout ça, ça suffit. Ça me suffit. C'est tellement merveilleux d'avoir pu vivre ça, d'être ami avec ses héros. Je sais pas si tu te rends compte. Et ça me contente. Plus que la gloire, plus que le reste et tout ça, ça me contente. Le jour où De Funès, j'en parle dans mon magazine d'ailleurs, le jour où De Funès est venu me voir à l'Olympia, pour moi c'était De Funès qui vient me voir. C'était hors du temps. Ou le jour où je suis allé manger des pâtes chez Lino Ventura. Voilà, ou quand tu es à l'oreille de Delon qui te fait une confidence. C'est des choses, bon, les mômes ne peuvent peut-être pas comprendre ça, mais moi, ça me ramène à mon enfance en plus, donc ça me ramène à mes rêves. C'est marrant parce que je vois le mot écrit devant moi, et revanche, si tu enlèves ANCH, ça fait rêve. Pas faux. L'amoureux des mots que vous c'est la première fois que c'est la première fois que je m'en aperçois, parce que vous m'avez mis le mot devant moi, et je m'aperçois, oui, effectivement, qu'avec revanche, on écrit d'abord rêve. C'est normal, il en manque un peu pour écrire chance.
Mais c'était une très jolie remarque. Ouais. On va passer à un troisième mot, qui est un mot qui compte pour vous, c'est le mot mer. Pas celle dans laquelle on va chercher les poissons, on est d'accord. On est d'accord, avec un E à la fin. Mer, oui, c'est la base de tout, quoi. C'est vrai que j'avais fait une chanson qui s'appelait « La prochaine fois, je sortirai pas. Je resterai dans le placenta ». C'est là où j'étais le mieux. Non, j'ai eu la chance d'être élevé par une mère, quoi, qui a fait père aussi et qui avait ces valeurs-là. C'est une chance que j'ai d'avoir une mère courageuse, avant tout. Parce qu'aujourd'hui, j'en entends beaucoup qui se plaignent. Ma mère, elle se levait le matin pour aller soulever des tonnes de pommes dans une usine, quoi. En vélo. Elle faisait 11 km en vélo le matin, 11 km le soir, enceinte de moi, jusqu'à 2 jours avant d'accoucher. C'est du vrai courage physique, ça. Et puis, elle était inconstante. Et puis, elle me disait, Patrick, vis ta vie, amuse-toi. Quand j'avais 15-16 ans, elle m'avait eu à 17, donc elle avait 33, et elle avait des copines qui étaient super jolies. Je disais, maman, tu peux me les présenter? Elle me disait, si, pas de problème. Mais on a toujours été très pudiques. On n'a jamais évoqué la moindre des intimités avec elle. J'avais un respect, et elle m'a giflé jusqu'à l'âge de 30 ans, hein, quand je faisais une connerie. Et je l'acceptais avec plaisir. C'était à la fois une mère... Une mère absolument incroyable et à la fois une mère sévère. Elle vous a pas pourri gâté. Non, elle était... Ah ben on pouvait pas, on n'avait pas les moyens de me pourrir me gâter. Non, mais elle aurait pu céder à certains de vos caprices. Non. Elle m'a mis au boulot, par exemple, à 12 ans, l'été, au lieu de prendre des vacances comme tout le monde. Pendant 2 mois, j'ai fait limonadier, je portais des sacs de charbon, mais pas pour me faire gagner de l'argent, pour m'apprendre l'effort. Elle m'a dit, il faut que tu apprennes l'effort. Donc tu vas travailler de 8h du matin à 6h du soir. Et j'ai travaillé de 8h du matin à 6h du soir et j'ai appris l'effort. J'ai gagné rien. Mais j'en ai chié pendant 2 mois à porter des sacs de charbon et des caisses de bière. Mais c'était une façon de m'éduquer qui a été très payante. Parce que c'était des vrais boulots, quoi. Et puis en même temps, elle avait un goût de la vie démesuré, quoi. Elle était libre, elle était volage, elle était... voilà. Et elle m'a jamais jugé là-dessus. Elle n'a jugé que les femmes qui ont habité avec moi avec un jugement très dur, ce qui est normal. Je plains vos compagnes, effectivement. C'est une mère juive, quoi, en gros. Une mère corrézienne. Une mère corrézienne, voilà. Il y a, dans le livre que vous sortez, que vous publiez, J'ai déplacé l'éléphant, il y a une très jolie phrase qu'elle vous a dit. Il y a plusieurs de ces phrases. Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Elle vous l'a cité à nombreuses reprises. Il y a quelque chose de très joli qu'elle vous a dit. Je ne veux pas que tu sois le premier de la classe. Ah oui. Deuxième, cela suffit. Il faut toujours avoir une marche à monter. Ben oui, ça c'est essentiel. Premier de la classe, je l'ai été dans plein de trucs. C'est très frustrant parce que tu peux que dégringoler, quoi. C'est très angoissant. Deuxième, t'as toujours une marche à monter. Moi, c'est ce que j'aime, mon moteur, c'est ça, c'est le chemin. On en a parlé hors antenne tout à l'heure, puisque tu fais partie des gens qui ont, si je peux le dire, hein, que tu étais, on se connaît pas, mais tu m'as avoué que tu étais à la finale de la Coupe d'Europe qu'on a gagnée. Comme des milliers de Corésiens ou de Français. Oui. Et je t'expliquais qu'à la fin de cette finale de Coupe d'Europe gagnée, le soir, au bout de quelques heures, j'avais un gros moment de blues. Parce que le chemin était fait. Et que je me suis aperçu que ce qui était excitant, c'était le chemin plus que la victoire. Bien sûr que la victoire est importante. Mais plus le chemin est difficile, plus elle a du goût. Et c'est vrai qu'être deuxième, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que déjà, c'est pas dernier, c'est pas troisième, c'est pas quatrième. Et puis, il te reste un espoir, une marche à monter. Si on avait perdu cette finale-là, on aurait été vert quand même. Ouais. Hein, nous, on a perdu l'autre. Hein. Oui. Mais tu sais, c'est ce que j'expliquais à mes mômes qui ne comprenaient pas. J'aurais expliqué qu'au-dessus de l'Annapurna, il n'y a pas d'Annapurna. C'est-à-dire qu'une fois que tu as grimpé la chose, si tu arrives à grimper au sommet de ton idéal, eh ben, au-dessus, il n'y a plus rien. Donc, c'est bien d'y arriver, mais au bon moment. Voilà. Je ne vais pas me plaindre, moi. Hein. J'ai choisi un métier on peut faire tous les discours du monde. J'ai choisi un métier à un moment, par hasard, qui était la télévision. Et le record d'audience de la télévision, hors match de football, c'est moi qui l'ai. Donc, j'ai touché le sommet dans ce truc-là, qui est très futile. Parce que pour moi, la télévision est franchement... ne fait pas partie des meilleurs domaines dans lesquels
j'ai joué, voilà. Mais C'est même le milieu dans lequel j'ai rencontré le moins des valeurs que j'aime. Mais j'aimais fabriquer, donner leur chance à des gens. Et financièrement, c'était intéressant en plus. Mais c'est un milieu qui me plaît pas beaucoup. Le théâtre, le music-hall, même le sport, etc., j'ai rencontré des gens formidables. Les dernières années que j'ai passées à la télé, j'ai rarement rencontré des gens aussi bas. c'est justement parce que vous aviez besoin d'avoir toujours faim, entre guillemets, d'avoir cette marche supplémentaire à monter, que vous vous êtes diversifié comme ça, que vous n'êtes pas resté uniquement en télé, vous aviez un vrai succès, une vraie Je pense que marque. comme tous les gens qui sont des boulimiques de travail et tout ça, on fuit quelque chose, forcément. Ce que je fuis, j'en sais rien. Je fuis pas la solitude parce que j'adore ça. Je suis un vrai solitaire. Je suis un ours. Alors c'est très, très paradoxal parce que l'image que j'ai, c'est les serviettes, les sardines, les gens qui sautent en l'air. Ça m'amuse assez d'ailleurs. Le côté réducteur de ma personne, mais je l'ai bien cherché. Hein. Le côté réducteur, moi, la plupart des gens de la prétendue élite m'imaginent en train de bouffer du saucisson le matin et de faire tourner les serviettes toute la journée, quoi. C'est pour ça que je suis ravi quand je peux leur piquer leur gonzesse. No comment. No comment. No comment. On va passer au quatrième mot, qui est quelque chose que vous avez évoqué tout au long de l'émission, mais qu'on va un peu creuser, c'est valeurs. On peut tout y mettre dedans. À une lettre près, ça fait voleur. Hein. C'est marrant encore parce joli, je la le vois matin de mots croisés. Je le vois écrit et je me dis qu'à une lettre près, ça fait voleur. Non, valeur. On y met un peu tout aussi. Et tout n'est pas bon. Les valeurs de notre enfance à nous sont pas forcément celles qui vont correspondre à notre époque. Il y a une chose dont je suis très conscient, c'est que c'est de la marche du temps. Les choses changent tous les jours. Tous les jours. Ma fille qui a 13 ans, on ne parle pas la même langue. Je ne peux pas lui expliquer des valeurs avec mes mots à moi, tels qu'on me les a expliqués quand j'avais son âge. C'est pas possible. Elle a grandi avec des écrans, elle a grandi avec une autre manière d'avancer. Donc, mais après, l'humain, c'est l'humain. Voilà. Moi, je ne peux pas vivre dans le virtuel, je vis dans l'humain. Je suis un tactile, j'ai besoin de serrer les gens contre moi. Ça, c'est des choses qui ne changeront pas. Et quant aux valeurs de base, le travail m'en semble une. Mais encore une fois, il y a des gens qui peuvent très bien réussir dans la vie sans foutre grand-chose. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Moi, les influenceurs, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Je n'ai pas besoin qu'on m'influence, je suis capable de penser par moi-même. Mais bon, c'est l'air du temps, je ne peux pas aller contre. Les valeurs traditionnelles, ce serait l'intégrité, le respect, la générosité, le partage. Partage, d'ailleurs. C'est d'ailleurs le nom du vin que je viens de sortir, qui s'appelle le partage. Je viens de sortir un vin. Aussi, tu vois, une activité de plus. Le partage, oui. Pour moi, c'est ça. Je pense que le mot qui résume le plus, c'est ça, c'est le partage. C'est partager. J'ai toujours partagé. Mon pognon, je l'ai partagé. Mes émotions, je les partage. J'aime la bonne bouffe, mais la bonne bouffe tout seul, c'est d'une tristesse absolue. Ce qui est important, c'est les invités qui sont autour de la table et ceux avec qui tu le partages. C'est ce qu'on appelle des valeurs de vieux con. Non, je pense qu'on peut appeler ça... Mais je suis assez fier d'être un vieux con. Moi je pense que... Ça me va très bien. Il y a beaucoup... Alors, dans ces cas-là, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, puis ça me va très bien. Mais je connais des vieux cons de 20 ans qui sont tout à fait d'accord avec moi. Mais on n'est pas dans l'air du temps. Si tu regardes l'air du temps, c'est quand même... C'est de l'artificiel, c'est du clash. La télé, aujourd'hui, que je vois, ça n'a rien à voir avec la télé dans laquelle j'étais moi. N'importe qui peut être une star, n'importe qui... Enfin, je veux dire, mais c'est l'air du temps, je n'ai rien contre, c'est comme ça. Et les valeurs d'aujourd'hui, le problème, c'est que ça remplit de plus en plus les cabinets de psy. C'est qu'il y a de plus en plus on est le pays qui consomme le plus de tranquillisants et qu'il y a une sorte de mal-être avec les mots qui ont changé, évidemment. Quand quelqu'un était soupolé à l'époque, on dit qu'il est bipolaire, c'est plus joli. Mais c'est pareil, hein. Il est très casse-couille. Les mots changent. Les valeurs... Et les valeurs restent. On s'applique, attention, en plus, faut pas croire, je suis plein de défauts, je prône la bienveillance,
Mais il m'arrive d'être malveillant, mais jamais par intention. Il a dû m'arriver d'être malveillant, de me comporter mal, mais pas volontairement. Ce que je reproche, c'est ceux qui sont malveillants volontairement, qui font du mal pour faire du mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Moi, j'aimerais savoir qui vous a inculqué ces valeurs. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... La vie, les claques, le mépris des autres. Tout le temps. Et aujourd'hui encore. Hein. Oui, mais cette sagesse-là que toi, vous avez... Toi, tu as vécu, on en a parlé tout à l'heure, cette Coupe d'Europe qui, pour moi, est un des plus beaux moments de ma vie. Où j'ai donné à ma ville ce qu'elle attendait depuis longtemps. Ils m'ont craché dans la gueule 2 mois après. Ça a toujours été ça. La télévision, je me suis appliqué pendant des années à faire du bien aux gens. J'ai tué personne, j'ai fait machin et tout. On m'a jeté comme une merde sans même me parler. Et ça, ce truc m'a suivi tout le temps. Et ce qui me rend fort, c'est ça. Parce que ça me fait un bouclier. Et je n'ai pas d'aigreur et je n'ai pas de rancune. C'est ça qui est formidable. C'est qu'au contraire, tous ces revers, toutes ces trahisons me poussent à être encore plus généreux et à partager encore plus. Et ça, c'est... qui me l'a inculqué, je ne sais pas. Peut-être le fait d'avoir grandi à Place de l'Église. J'avais un doyen à l'époque, je me rappelle, qui était le curé du village. C'était pour moi, c'était un sage. Et on m'a enseigné des valeurs, voilà. Et je les ai suivies. Il vous disait quoi, le sage ? Il disait, sois bon. C'est tout con, sois bon. Sois généreux, sois bon. Partage. Partage. Mais on a été éduqués dans ça aussi. Les moissonneuses-batteuses de l'époque dans nos campagnes, c'était une moissonneuse qui faisait une ferme, qui allait en faire une autre, et tout le monde se retrouvait, et tout le monde partageait. On partageait. Alors qu'aujourd'hui, c'est chacun ma gueule. Je ne sais pas faire ça, moi. Je devrais être 10 fois plus riche que je le suis, si j'avais moins partagé. Mais je m'en fous. J'ai partagé, c'est ça ma richesse. À quoi ça sert d'être riche ? Ah si, ça fait du bien. Hein. si, c'est bien. C'est mieux pour acheter des trucs, il vaut mieux avoir de l'argent. Mais après, c'est savoir vivre avec, savoir ce qu'on en fait. Après, il y a une parole d'évangile qui dit que, vous savez, c'est celui qui a accumulé beaucoup de biens et qui, au lieu de distribuer ses biens, se rachète des granges et qui, le lendemain, meurt. Donc il est mort riche, mais il est mort. Oui, mais on n'est pas... Il y a des gens riches que je connais qui sont très très bien. Hein. Moi, je connais des gens riches qui sont... Tu sais, c'est les caricatures qui m'énervent. C'est le pauvre est forcément gentil et le riche est forcément un enfoiré. Non, c'est pas vrai. Il y a des pauvres qui sont des enfoirés et il y a des riches qui sont des gens vraiment bien. Et le contraire. L'argent, c'est ce qui mène tout. Enfin, il y a 2 choses qui mènent, on va être clair. Hein. 3 même. Mais le monde est mené par l'argent, le cul et la religion. Voilà. Il suffit de le savoir et de s'adapter. Oui, moi je vote pour la religion. Oui, non, mais j'entends ce que vous dites. Et quand je dis le cul, c'est pas trivial, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes tous. Je suis ici. Si je suis ici assis devant toi, c'est parce qu'il y a eu 2 personnes qui, à un moment, ont eu envie de faire l'amour et ont créé un être. Voilà, donc ça fait partie intégrante de nos vies. Et c'est une motivation. J'ai dit ça trivialement. Après, il y a la religion. Après, il y a l'argent. Mais c'est ce qui mène le monde, en gros. Mais vous ne faites pas de distinction entre ces 3, trois moteurs ? Qu'est-ce que vous faites comme distinction entre... bien sûr que si. Il y a des... je ne m'avilirai pour aucun des 3. Je prendrai dans les 3 ce qu'il y a de meilleur. Dans le cul, par exemple, je vais prendre ce qu'il y a de meilleur. Je vais prendre ce qu'il y a de plus enrichissant. Dans l'argent aussi, et dans la religion aussi. Dans le dogme aussi. C'est ce qui me mène. Mais sans rejeter totalement, sans prendre totalement, je suis dans la mesure. Moi, je suis dans la mesure en permanence. Ce qui est étonnant quand... L'essentiel, c'est que je transmette le bien autour de moi, qui est un geste absolument égoïste, parce que plus je transmets le bien autour de moi, plus moi, je suis bien. Donc, au départ, c'est un acte égoïste. C'est une discussion que j'ai eue très souvent avec des philosophes. Le mec le plus généreux, c'est le mec le plus égoïste. C'est une très jolie parole pour se quitter. On arrive à la fin de cette 2e partie de l'émission. Ne bougez pas, je vous rejoins. Oui. Tout va bien ? Oui, ça va. Bon. Merci pour ce que... En fait, je vous écoutais, je me dis... Vous avez à la fois une âme de petit garçon qui sait s'émerveiller du monde qui l'entoure. Enfin, il y a en vous encore, parce que vous avez plus l'âge d'un petit garçon, mais vous avez cette capacité d'émerveillement, je vais y arriver. Ah, bien sûr.
Mais c'est quel Je l'ai âge, entretenue, j'ai voulu la garder. Je voulais pas être un con d'adulte. Non, mais Vous franchement. avez réussi à ne pas être un... Ouais, je suis peut-être. Je connais mes capacités, je connais mes défauts surtout. C'est surtout accepter ses défauts C'est quoi? C'est une et les grande cultiver lucidité. aussi. C'est Ah aujourd'hui oui, votre qualité. c'est le problème des gens extra-lucides. Et C'est-à-dire dans le vrai, c'est quand on est extra-lucide, on peut pas aimer cette société. C'est pas possible. Quand on est conscient des choses, on est obligé de faire. Alors je fais avec. Je navigue à vue. Mais de toute façon, moi, tu me dis, tu as une baguette magique, tu reviens quand? Je repars dans l'enfance, évidemment. Évidemment. Et pourtant, cette enfance, elle n'a pas été facile. Mais pourtant, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît Dans l'interview que j'ai fait avec Jamel hier soir, mais qui paraîtra dans 2 mois, 3 mois, il m'a dit une chose formidable. Il me disait que quand je suis allé habiter dans le 6e et que j'ai eu un super appartement, c'est là que je me suis aperçu qu'avant, on était pauvre. Je m'en étais pas aperçu avant. Avant, quand on était pauvre, on chantait, on riait. On savait pas qu'on était pauvre. C'est un peu ça quand on était gamin. Moi, c'était ça. Et j'ai dit, c'est marrant parce que moi aussi. Moi, quand j'étais gamin, je savais pas que j'étais pauvre. On n'avait pas les talons. C'est le drame des sociétés d'aujourd'hui, mondiales. C'est qu'avant, les gens qui vivaient dans des pays sous-développés ne savaient pas à quel point les villas de Miami étaient belles. Mais maintenant, avec le net et tout ça, ils savent. Et ça, c'est terrible. Il y a une frustration permanente. On ne savait pas ce que les footballeurs gagnaient. On ne savait pas ce que le chef d'entreprise... On savait qu'il était riche, mais on ne savait pas. Maintenant, on sait tout. En même temps, ça peut faire rêver. Et vous, ça fait rêver. Vous avez rêvé, gamin. Alors, à ton avis, est-ce que dans la majorité des cas, ça fait plus rêver ou ça frustre plus? Moi, j'ai l'impression que la frustration l'emporte sur le rêve. Dans ce genre de cas, oui, il faut être constitué autrement. Mais dans la plupart des gamins d'aujourd'hui, c'est plus sa frustration qui l'emporte. En disant, putain, l'autre, il a ça et moi, j'ai pas ça. Et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? On l'avait pas avant, ça. On imaginait. Donc, on rêvait, on imaginait. On savait pas exactement. On savait qu'un patron, il était très riche. Et là, on sait les chiffres, on sait le nombre de... Et puis, on voit, surtout. C'est plus compliqué, du coup, d'être optimiste et d'aller de l'avant aujourd'hui? Non, parce que je pense qu'avant, il y aura un chaos. On va être bien mieux. Je pense que dans plusieurs siècles, il y a des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette génération imbécile qui déjà avait des microbes, des maladies, des accidents, et qui se sont rajoutés des problèmes d'ego pour se mettre sur la gueule pour des prétextes. On a des problèmes de riches, hein. On est d'accord. Mais des trucs tellement futiles alors qu'on devrait profiter de la chance qu'on a. Moi, quand je suis dans ma région, dans le Lot, là-bas, j'ai relativisé depuis longtemps que je risquais pas les inondations, je risquais pas les tremblements de terre, je risquais pas la mousson. C'est un paradis. Non, le Lot, il y a peu de danger. Non, mais à part les touristes. À l'échelle du monde, l'endroit où je suis, je peux te dire que c'est un privilège immense d'être à l'abri de toutes les catastrophes météorologiques. Vous pouvez étendre ça à la France. On est un pays extrêmement... Ah non, il y a des endroits en France, je peux te dire, où tu n'es pas à l'abri d'une inondation, d'un tremblement de terre dans le sud-est, etc. Oui. Paris, c'est dangereux, etc. Non. Et savoir relativiser ça, justement. C'est dire, putain, j'ai de la chance d'avoir choisi ce truc-là. Alors, effectivement, c'est important de prendre conscience du bien-être. Et c'est pas la clé, justement, de se rendre compte que, quel que soit ce qu'on a, qu'on l'a. Bien sûr que c'est. C'est vous qui disiez que le bonheur... Faire. Vous citiez cette phrase, le bonheur, on s'en rend compte quand il part. Elle n'est pas de moi, la phrase. Oui, vous citiez cette phrase-là. Mais je crois que c'est Prévert. Mais ça, c'est quelque chose qui résonne en vous. Évidemment, ça reste... C'est tout bête, je vais te ramener ça. Il y a des gens qui divorcent pour partir avec leur maîtresse, et la première maîtresse du mec qui a divorcé, c'est l'ex-femme. C'est presque une règle. Ça, c'est votre maman aussi qui disait ça. Non, mais c'est presque une règle. C'est comme ça. Et puis, le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait en partant. C'était une phrase de Jacques Prévert. Jacques Prévert, oui, que vous citez dans votre livre. Et puis le bonheur, attention, c'est pas un état. Le bonheur, c'est pas ça. Non. Si tu vois, on a mis de la clim tout à l'heure. Si tu sais pas qu'il fait chaud, t'apprécies pas le froid. Il faut avoir des drames, il faut avoir des contretemps pour apprécier les bonnes choses. Le bonheur, c'est l'écho du malheur, c'est tout. C'est juste l'écho. Si t'es comme ça tout le temps, tu ne t'en aperçois même pas. C'est pas bien. Faut avoir connu certaines choses pour apprécier d'autres, les apprécier à une autre. Mais le bonheur comme ça va être chiant en plus. Il se passe rien. C'est bien de ramasser. Là, en ce moment, j'ai plein d'emmerdements. Donc le moindre, mais des emmerdements, ça, je me suis dit, je ne veux pas me plaindre parce que je connais plein de gens. Mais
le moindre petit truc positif, c'est du bonheur, tu vois. Alors que si j'avais pas d'emmerdement, ce petit truc positif, je le verrais passer, ça ne me toucherait même pas. C'est un état d'esprit, le bonheur? C'est une philosophie de vieux. C'est une philosophie Non, que tu acquiers. J'avais presque la On même... ne peut être heureux que quand on est vieux? Non, mais j'avais presque la même... Non, pour moi, l'âge où on est le plus lucide, c'est 14-15 ans. Ah, vraiment, j'ai toujours pensé. Adolescent. Et j'ai toujours pensé que j'ai une chose que je voudrais pas, c'est que l'adolescent que j'étais s'assoie là et me crache dans la gueule. Parce que... Et il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. À mon avis. Parce qu'à 14-15 ans, on a encore la fraîcheur de l'enfance. On ne s'est pas fait pourrir par le reste, mais on comprend déjà. C'est un truc... Je pense que c'est à ce moment-là qu'on est le plus lucide. On a des révoltes qu'on ne mènera pas à bout après parce qu'on va se faire bouffer par le confort, par tout ça, etc. Mais les révoltes justes, elles sont là. Elles sont dans cette frange. Entre 14 et 16, on a l'intelligence suffisante pour analyser le monde et on ne s'est pas encore fait bouffer par le reste, par le confort, par tout ça, etc. Donc là, et si on reste fidèle, et moi je me suis promis à cette époque de rester fidèle le plus longtemps possible à cette période de 14-16 ans où j'étais con comme aujourd'hui. C'est-à-dire que les chansons de fête idiotes, machin et tout ça, je pourrais faire autre chose. J'ai les capacités d'écrire autre chose. Mais ce serait pour un ego de fantaisie. Non, je reste fidèle aux chansons que je chantais quand j'avais 15 ans, aux idées que j'avais, parce que c'était 68. Moi, mes 15 ans à moi, c'est 68. Donc, il y a énormément de pas corrects, de sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, tout ça. Libertaire. Mais oui, mais c'est tout ça, je suis libertaire. Vous êtes libertaire. Je suis totalement libertaire. Mais vous êtes aussi un homme fidèle, en tout cas, à ses idées d'adolescent. À ses idées d'adolescent. Merci Patrick Sébastien, on arrive Merci Priscilla. À la fin de cette émission. Je rappelle quand même votre actualité, parce que vous êtes rédacteur en chef. Ce magazine. Donc allez y faire un tour, parce que dedans, vous allez trouver les valeurs que vous aimez. Ouais. Et puis pour ceux qui aiment les jeux et qui sont des cruciverbistes avertis, après il y a plein d'autres choses, il y a des mots fléchés tout simples. Hein. Mais pour moi qui suis un verbicruciste, c'est le mot, ceux qui fabriquent les mots croisés sont des verbicrucistes. Voilà, donc Patrick Sébastien est un verbicruciste. C'est ça, c'est une profession de plus. Et donc grâce à cette expérience, je suis devenu 2 trucs que je n'avais pas encore fait. C'était verbicruciste officiel et rédacteur en chef. Voilà. Alors que le reste, maintenant, à part... Non, peintre en bâtiment, j'ai fait. Il y a très peu de métiers que vous n'avez pas fait. J'ai pas ministre. Voilà. Il y a des métiers que moi, je ne ferais jamais. J'aurais été aimé être président d'un club de rugby, mais je pense que ça, c'est un peu mort. On sait jamais, vous avez raison. Gardons nos rêves. Votre autre actualité, c'est J'ai déplacé l'éléphant. Et puis plein de choses, des galas. Une pièce de théâtre qui s'appelle louis16.fr. Oui, c'est ça, parce qu'on va croiser les doigts. Vous allez reprendre des tournées. Un truc formidable qu'on fait en costume. C'est le 14 juillet 89 avec les Gilets jaunes. Ouais. Il m'arrive d'appeler Marie-Antoinette Brigitte. Et c'est très, très drôle. C'est vraiment très, très... Là, on va la reprendre. Et puis, il y a des spectacles qui s'appellent 30 ans de fiesta. Alors ça, c'est les sardines, les serviettes. Un nouvel album que je suis en train de faire, qui s'appelle donc Vous n'arrêtez jamais. Je n'arrête pas. Et puis surtout, la grande tournée qu'on a reportée, qui est la tournée du plus grand cabaret du monde, où on va amener le rêve dont on a privé les gens à la télé, on va leur amener en vrai dans les zéniths, avec 50 artistes sur scène, un barnum énorme avec là du vrai rêve. Bon. Je vais présenter ça. À l'automne prochain ? Normalement, ça part en octobre et ça dure 3 mois dans la France entière, la Belgique, la Suisse. On fait tous les zéniths et on apporte du rêve. Vous viendrez nous en reparler. J'espère bien. Merci beaucoup. Bien ici. Merci beaucoup. Il paraît qu'on sort plus, ils ont fermé à clé. Non, c'est fermé. Après, pendant 3 jours. Non, voilà. Au revoir. Au revoir, Priscilla. Patrick. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez retrouver comme chaque semaine cette émission sur kto-tv.com et je vous dis à la semaine prochaine.